Merci d'être venu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de deep learning, et notamment avec le framework PyTorch. Mais du coup, avant de vraiment commencer, j'ai un petit test à faire avec vous. Alors ça marche pas. Faut que je clique là peut-être. Voilà. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un chihuahua. Ça, c'est un muffin. Un chihuahua, un muffin, un chihuahua, un muffin, un chihuahua. Bon, je crois que vous voyez où je veux en venir. Alors en fait, il y a quelques temps, à peu près un an ou un peu plus, il y a eu un post sur Twitter avec plein de photos de chihuahuas et de muffins qui se ressemblaient vraiment énormément. Et quand on a vu ce post, on s'est posé la question de est-ce qu'avec un ordi, on était capable de classifier automatiquement ces photos? Donc on donne une de ces photos à un ordi, est-ce qu'il va être capable de nous dire c'est un chihuahua ou c'est un muffin? Et donc là, aujourd'hui, on va voir est-ce qu'avec du deep learning, on peut réussir à résoudre ce problème. Et donc du coup, alors le deep learning, qu'est-ce que c'est? Donc le deep learning, c'est un sous-domaine du machine learning, qui est lui-même un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, quand on entend parler d'intelligence artificielle un peu partout dans les réseaux sociaux, dans les médias, tout ça, en fait, derrière, ce qu'il y a, c'est vraiment le deep learning quasiment tout le temps. Et donc du coup, j'ai dit que c'était un sous-domaine du machine learning. Donc qu'est-ce que c'est que le machine learning? Donc c'est en fait la discipline qui consiste à donner la possibilité à une machine d'apprendre quelque chose sans devoir coder explicitement toutes les règles. Parce que quand on a des problèmes très compliqués, on peut essayer de le résoudre en codant toutes les règles qui régissent ce problème à la main. Mais s'il y a des millions de règles, par exemple, on ne peut pas s'en sortir. Donc une des façons de faire, c'est d'essayer de trouver ces règles automatiquement. Donc en fait, quand on fait du machine learning, ça revient à apprendre à modéliser un problème. Par exemple, si on prend en physique, quand on jette un objet, si on connaît l'angle de l'objet et si on connaît la vitesse à laquelle on l'a lancé, il y a une équation qui nous dit en gros la trajectoire de l'objet et à quel endroit il va atterrir. Et donc en fait, si on essaie de résoudre ce problème en machine learning, l'idée, ça serait d'avoir dans le passé plein de jets qui ont été effectués, et donc on connaissait l'angle et la vitesse, on sait à quel endroit l'objet atterrit, et donc on essaye à partir des données d'inférer en gros l'équation. Donc le machine learning, en gros, c'est ça, c'est essayer de modéliser un problème à partir de données du passé pour essayer de prédire quelque chose dans le futur. Et donc nous, aujourd'hui, on va faire du machine learning pour résoudre un problème de classification. Donc c'est apprendre à partir de données du passé pour essayer de prédire sur des données du futur. Donc nous, on va récupérer des données de Chihuahua et de Muffin pour essayer d'apprendre un modèle et de pouvoir le tester sur les photos du post Twitter pour voir s'il arrive à bien les classifier. Donc du coup, le deep learning, qu'est-ce que c'est? Donc le deep learning, à la base, c'est un petit peu basé sur le principe du cerveau humain. Donc il faut savoir que dans le cerveau, on a plein de cellules qui s'appellent les neurones, qui sont tous interconnectés les uns entre les autres. Et donc un neurone, c'est une cellule qui a plusieurs entrées et une sortie. Et donc dans chacune de ces entrées, le neurone va recevoir des signaux électriques. Et en fonction des valeurs de ces signaux, soit il va renvoyer un signal à la sortie qui du coup ira aux autres neurones, soit il va bloquer le signal. Et donc en fait, quand nous, humains, on réfléchit, on pense, tout ça, c'est juste des signaux électriques qui se baladent entre tous nos neurones. Et donc il y a des mathématiciens dans les années 40 qui ont essayé de se baser un peu sur ce fonctionnement, en se disant qu'il y avait peut-être quelque chose à faire d'un point de vue mathématique, essayer de copier ça pour réussir à faire quelque chose d'intelligent. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on appelle le neurone formel. Donc on voit que ça date de 1943, donc c'est quand même assez vieux. Et donc l'idée, c'est d'essayer de faire un outil mathématique qui reprend l'idée du neurone biologique. Donc on voit qu'un neurone formel, comme un vrai neurone, contient différentes entrées. Donc là, c'est nos x1, x2, x3. Et pour chacune de ces entrées, en fait, il y a un poids qui est associé, qu'on appelle un coefficient ou un paramètre. Et l'idée du neurone, en fait, ça va être juste de faire une somme des entrées pondérées par les poids. Et donc j'obtiens une valeur. Et donc la somme de ces entrées pondérées, je vais la passer dans ce qu'on appelle une fonction d'activation. Et donc l'exemple qui était utilisé de la première fonction d'activation, c'était une fonction seuil, qui en gros, en fonction des valeurs de mes entrées et des valeurs pondérées de mes entrées, va soit renvoyer quelque chose, soit rien renvoyer. Donc là, en fait, si je prends la fonction d'activation, si la somme de mes entrées est inférieure à 0, je vais renvoyer 0, et si elle est supérieure à 0, je vais renvoyer 1. Et donc en gros, on dit que le neurone s'active si la somme pondérée là est supérieure à 1. Donc là, je vous ai présenté la fonction d'activation seuil. En fait, mathématiquement, en fait, c'est pas celle-là qu'on utilise. Il y a plein d'autres fonctions qui existent. Les détails, on s'en fout un peu. L'idée, c'est toujours la même. C'est juste de dire est-ce que le neurone s'active ou est-ce qu'il ne s'active pas. Et donc là, nous, on va surtout utiliser celle-là, la fonction relue,
qui est la fonction d'activation qui a un peu permis au deep learning de vraiment s'implémenter. Et donc, en fait, le neurone artificiel, on a longtemps cru que ça servait à rien. Même les concepteurs, en fait, ils sont vite rendus compte qu'ils n'avaient pas d'application. Et c'est seulement 15 ans après qu'on a réussi à en tirer quelque chose avec ce qu'on appelle le perceptron. En fait, le perceptron, c'est juste l'utilisation du neurone artificiel pour faire un classifieur. Et l'idée, c'est assez simple, en fait, c'est qu'en entrée, on lui donne des données, donc par exemple une photo de Chihuahua ou de Muffin, et en sortie, en fonction de la valeur d'activation, je vais déterminer si c'est une classe ou une autre. Donc là, par exemple, si mon neurone il renvoie 0, bah, je peux dire que c'est la première classe, et s'il renvoie 1, je peux dire que c'est la deuxième classe. Et donc du coup, quand on utilise un neurone artificiel pour faire de la classification, donc quand on fait un perceptron, quand on va essayer d'apprendre ce perceptron, l'idée, ça va être de trouver les bons poids qui permettent de faire en sorte que mon réseau, en fonction d'une image de Chihuahua, il me renvoie bien la classe Chihuahua, et que si j'ai un Muffin, il renvoie bien la classe Muffin. Donc l'apprentissage d'un perceptron, c'est vraiment trouver les poids qui marchent bien pour résoudre mon problème. Le problème avec un perceptron simple comme ça, c'est qu'il y a certains problèmes qu'il n'est pas capable de résoudre. Donc notamment là, si j'ai un problème en 2D avec des points bleus et des points oranges, et ce que je veux faire, c'est faire de la classification, donc c'est de trouver une frontière entre ces données. Et donc si je donne ce problème-là à un perceptron simple, il va me trouver quelque chose comme ça. En fait, le perceptron est seulement capable de trouver des frontières linéaires, donc seulement des lignes droites. Et du coup, alors que moi, ce que je veux, c'est la solution à droite, donc c'est vraiment un truc plus compliqué. Et donc pour être capable de trouver des solutions de ce style-là, en fait, on est obligé de passer au-delà du neurone, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle un réseau de neurones. Donc notamment un exemple là, c'est un perceptron avec une couche. L'idée en fait, c'est de mettre plusieurs neurones ensemble pour avoir une plus grande puissance de calcul et pouvoir faire des choses plus poussées. Donc un perceptron et une couche, comment ça se représente? Donc on a des entrées en bleu, donc qui correspondaient à mes x1, x2 sur mon neurone classique, et ensuite on a une couche avec différents neurones. Donc là j'ai 4 neurones, et on voit que chacun des neurones est interconnecté à toutes les entrées. Et ensuite j'ai une couche de sortie qui contient un ou plusieurs neurones. Et donc là en fait dans les problèmes de classification, en général, j'ai 2 sorties. Donc j'ai un neurone qui va s'activer si jamais c'est un Chihuahua, et j'ai ce neurone-là qui va s'activer si c'est un Muffin. Et donc dans mon réseau, en fait, les flèches correspondent au poids des paramètres. Donc quand je vais vouloir apprendre un réseau, ce que je vais faire, c'est trouver les bons poids sur chacune des flèches là, pour que il me renvoie bien Chihuahua si c'est un Chihuahua et bien Muffin si c'est un Muffin. En fait, le problème des perceptrons à une seule couche, c'est qu'on s'est vite rendu compte que si le problème était vraiment complexe, on avait besoin de mettre un nombre de neurones sur la couche vraiment énorme, et d'un point de vue calculatoire, ça peut devenir compliqué. Parce que là, on s'en rend relativement vite compte, si on a beaucoup d'entrées et beaucoup de neurones là, ça fait un nombre de flèches vraiment très très grand, et ça peut vite devenir compliqué. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en multipliant le nombre de couches, ça permettait de mieux représenter l'information et d'avoir besoin de moins de neurones et au final de moins de calculs, et donc ça permettait d'apprendre des choses plus compliquées. Donc là, on appelle ça un perceptron multicouche. Et donc comment ça se passe quand on veut faire une prédiction? Donc en fait, on n'envoie pas les données une par une au réseau, on envoie les données par groupe. On appelle ça un batch en deep learning. Et donc là, j'ai 4 images, donc je fais un batch d'images. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas les calculer, les sorties de chacun des neurones un par un. En fait, on va tout calculer d'un coup. Et donc en gros, on va avoir une matrice qui arrive en entrée, et ici, là, on va avoir un gros calcul matriciel qui va se faire, et toutes les sorties de ces neurones-là vont s'apprendre en même temps. Et une fois que ça sera fait, je vais avoir un gros calcul matriciel ici qui va m'apprendre toutes les sorties, et un autre gros calcul ici. Et donc en fait, ça permet de vraiment paralyser les calculs et de faire en sorte que le réseau de neurones répond à un temps de réponse quand même relativement rapide, quoi. Donc on va voir après qu'on a des outils spéciaux pour tirer en partie de ces calculs matriciels et de cette paralysation. Donc après, il y a une question qui se pose, c'est comment je fais pour donner mes images à mon réseau de neurones? Parce qu'une image dans un ordinateur, c'est ce qu'on appelle un tenseur. Donc un tenseur, c'est en fait une matrice en plusieurs dimensions. Et une image, c'est un tenseur en 3 dimensions. Où en gros, j'ai une matrice qui correspond au rouge, une matrice au vert et une matrice qui correspond au bleu. Et du coup, chacune de ces matrices contient une valeur pour un pixel. Donc si une image... chaque pixel de l'image, du coup, a 3 valeurs, une qui correspond au rouge, au vert et au bleu. Et donc du coup, on peut se poser la question de comment je branche ce tenseur en 3 dimensions à mon réseau. Donc il y a plusieurs façons de faire. La façon la plus simple, c'est de dire que en gros, mes premiers neurones ils vont être connectés à tous les pixels, vraiment tous les pixels.
Donc quand on utilise ce genre de couche où les neurones sont connectés à tous les neurones de la couche d'avant, on appelle ça une couche fully connected ou une couche linéaire. Donc on va voir, on va les utiliser tout à l'heure. Le problème, c'est que ça peut vite faire beaucoup de connexions. Donc là, nous, dans le jeu de données que j'ai récupéré, les images, elles ont une taille 256 par 256 et elles ont du coup 3 couleurs. Et donc si on fait le calcul, bah, ça fait déjà 196 608 pixels. Donc du coup, en fait, chacun de mes neurones, là, de mon petit réseau que je vais faire, il va avoir 196 000 poids, parce qu'il va être connecté à chacun des pixels de l'image. Et donc du coup, pour pouvoir traiter les images dans le framework de Deep Learning, on va faire une transformation, où on va en gros transformer le tenseur en un grand vecteur. Donc on oublie toute la spatialité de l'image, c'est vraiment assez bourrin, et on transforme le tenseur juste en un grand vecteur de 196 000 valeurs. Et donc c'est ça qu'on va donner en entrée au réseau, et lui, il va être capable de faire ses calculs derrière. Alors, il faut savoir que des frameworks de deep learning, il y en a vraiment pas mal. Donc là, je vous ai mis les principaux, il y en a probablement encore d'autres maintenant qui sont apparus. En fait, au début du deep learning, chacune des grosses boîtes a essayé vraiment de pousser son framework. Donc, notamment, il y a Microsoft avec CNTK, il y a Google avec TensorFlow, et puis Facebook avec PyTorch et puis Café2. Ceux qui sont vraiment principalement utilisés sont TensorFlow et PyTorch. Et donc Keras, en fait, c'est une surcouche qu'on met par-dessus TensorFlow pour faciliter l'utilisation, parce que TensorFlow, c'est quand même assez difficile à rentrer dedans. Et donc la plupart là, des frameworks sont basés en Python. Le monde du deep learning est quand même vraiment orienté Python. Et du coup, TensorFlow est relativement plus orienté mise en production et vraiment stabilité, alors que PyTorch est un peu plus orienté monde de la recherche, même si les deux frameworks ont tendance à converger vers la même chose. Donc là, nous, aujourd'hui, on va regarder comment en PyTorch, on peut faire un réseau de neurones. Donc du coup, on va faire un petit peu de code. Donc du coup, PyTorch, c'est un framework en Python. Donc là, je suis dans un environnement Python, donc je suis dans Jupyter Lab. Donc c'est un environnement de notebook. Du coup, pour pouvoir faire du PyTorch, je vais avoir besoin d'importer des librairies. Donc j'importe... Ouais, en fait, je vais essayer comme ça. Parce que... De quoi? Ouais, mais en fait, ça suffit, ça rien. Merci. Ah, on voit pas? Alors, je vais essayer ça. Ouais. Ouais, c'est mieux, hein, je pense. Ouais. Donc du coup, pour importer Torch, je fais juste import Torch qui m'importe le module. Et ensuite, je vais avoir besoin de sous-modules dedans, notamment le sous-module torch.nn. Donc nn, c'est Neural Network. Donc c'est dans ce module-là que je vais avoir toutes mes différentes couches, tous mes différents réseaux, ce genre de choses. Donc quand je veux créer un réseau de neurones sous PyTorch, en fait, c'est toujours la même chose. C'est que je dois créer une nouvelle classe qui hérite d'un objet de PyTorch, qui est le nn.module, qui est un peu la classe mère de tous les objets de Deep Learning. Donc que ce soit des réseaux entiers ou même des couches, tout ça hérite de modules. Et donc j'ai deux classes à définir. La classe init, là, qui est en gros le constructeur, et la classe forward, qui va déterminer quand j'envoie une image ou quand j'envoie un groupe d'images, qu'est-ce que je dois faire pour sortir une prédiction, quoi. Alors du coup, nous en réseau, on va faire un réseau relativement petit. On va essayer de faire un réseau avec seulement deux couches. Et donc, les couches fully connected en PyTorch, ça s'appelle linéaire. Donc là, je vais créer une couche linéaire. Et donc, il y a deux paramètres à cette couche, c'est le nombre d'entrées et le nombre de sorties. Donc c'est relativement simple. Donc nous, le nombre d'entrées, on l'a calculé. On sait que c'est 256 par 256 par 3. Donc ça fait mes 196 608. Et le nombre de sorties, c'est en gros combien de neurones je mets sur cette couche. Donc là, moi, je ne veux pas en mettre trop, donc je vais prendre 50. Et donc ça, je vais le sauvegarder dans mon objet. Je vais l'appeler FC1 pour Fully Connected 1. Donc ensuite, je vais faire la même chose, je vais faire une deuxième couche. Donc là, je vais commencer à faire du copier-coller parce que c'est un peu galère. Hop là. Voilà, donc je fais une deuxième couche, Fully Connected 2, qui du coup contient 50 neurones en entrée, enfin 50 entrées parce qu'elle est branchée à ma première couche, et 2 en sortie parce que j'essaie de prédire si c'est Chihuahua ou Muffin, donc j'ai 2 neurones en sortie.
Voilà, donc là, j'ai fait mon constructeur, j'ai juste besoin de ça. Et ensuite, il faut que j'aille définir dans le forward qu'est-ce que je vais faire quand j'ai des données qui arrivent. Donc le forward, il prend un paramètre en entrée qui est x, qui correspond en gros à la matrice de données. Donc le x, c'est mon batch d'images. Donc j'ai dit que chaque image, je la mettais comme un grand vecteur. Et donc en fait, mon x, là, c'est une matrice où chaque ligne correspond à une image. Et donc en fait, ce que je vais faire, c'est assez simple, c'est que je vais d'abord passer mon x dans la couche 1. Ensuite, je vais faire ma fonction d'activation et ensuite, je vais la passer dans ma couche 2. Donc, hop. Voilà, donc pour passer mon x dans la couche 1, j'ai juste à l'appeler comme ça. Donc je fais self.fc1 en paramètre, je lui donne x. Et du coup, là, en sortie, je récupère le résultat de mon entrée multiplié par tous les paramètres de ma couche. Ensuite, je dois passer dans la fonction d'activation. Donc je vous avais dit au début qu'on allait utiliser la fonction relu, donc qui était la fonction d'activation qui permettait de dire si mon neurone s'activait ou pas. Donc du coup, pour utiliser la relu, c'est juste torch.relu. C'est vraiment la même chose. Et ensuite, je passe dans ma fully connected 2. Hop. Et voilà. Et donc là, en fait, en faisant ça, j'ai défini mon réseau et j'ai rien d'autre à faire. Et donc ensuite, pour initialiser un réseau, je fais juste net égal, et puis j'appelle la classe. Donc dans PyTorch, on n'a pas de fonction qui permet de compter le nombre de paramètres qu'on a, mais on peut relativement facilement le faire en une ligne de code. Donc là, je vais pas la détailler, mais j'ai fait une petite fonction qui permet de compter les nombres de paramètres. Et donc si j'utilise, on voit que j'ai en gros 9 millions de paramètres dans mon réseau. Donc même si mon réseau il a juste 50 neurones sur la première couche et 2 sur la deuxième, en fait j'ai tellement d'entrées avec mes 196 000, c'est que je me retrouve déjà à avoir 10 millions de paramètres. Et donc quand je vais apprendre mon réseau, il va falloir que je trouve quelle valeur je mets sur ces 10 millions de paramètres. Donc on voit déjà que c'est peut-être pas la solution optimale. Donc là j'ai vu comment créer mon réseau, maintenant on va voir comment je peux gérer mes images en fait. Donc pour ça, en fait, il y a un sous-module de PyTorch qui s'appelle Torch Vision, qui contient plein de fonctions d'aide à la gestion d'images, la création de datasets et tout ça. Donc on va beaucoup se baser dessus. Et donc du coup, la première chose que je vais faire, en fait, c'est que je vais créer une transformation. Donc dans Torch Vision, il y a plein de fonctions de transformation qui existent. Si jamais je veux tourner mes images, les zoomer, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup. Là, nous, on va juste faire une chose, c'est les transformer en un grand vecteur tout plat. Et donc pour ça, j'utilise la fonction flatten ici. Donc là, je détaille pas, mais je fais une transformation, donc je charge les images et ensuite je les transforme en vecteur. Ensuite, je vais indiquer à travers un objet image folder où sont mes données. Donc là, elles sont ici. Donc là, pour vous montrer, hop. En gros, j'ai un dossier avec plein de photos de Chihuahua que j'ai récupérées de Google. Et puis j'ai un autre dossier à côté avec plein de photos de muffins. Et donc c'est ces photos-là que je vais donner à mon réseau de neurones pour essayer d'apprendre à résoudre mon problème de classification. Donc là, le chemin que j'ai donné, c'est le chemin où il y a ces deux dossiers-là. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je crée un data loader, c'est lui qui va me créer mes batchs que je vais aller donner à mon réseau. Et donc ce data loader, il a besoin du image folder pour savoir où sont les données, et il a besoin d'autres informations, donc notamment la taille du batch. Donc là, je lui mets ta batch size égale 4, c'est-à-dire que je vais charger les photos 4 par 4. Et après, on va voir que on peut envoyer les photos vraiment... On peut en envoyer beaucoup plus en même temps. Ensuite, il y a un paramètre shuffle, l'idée c'est est-ce que les images, je les trie de façon aléatoire avant de les envoyer au réseau, ou alors je les prends dans l'ordre qu'elles sont sur le disque. Ça, c'est un paramètre très très important. Parce qu'en fait, si j'ai par exemple 10 000 photos de Chihuahua et 10 000 photos de muffins et que je les trie pas, mon réseau, je vais d'abord lui montrer les 10 000 photos de Chihuahua, donc il va commencer à prendre des trucs. Puis quand je vais lui montrer les muffins, il va plus comprendre ce qui se passe. Donc c'est vraiment important de mettre shuffle égale true pour que dans chaque batch de données que j'envoie, il y ait un peu des deux classes, quoi. Il y a un peu de Chihuahua et un peu de muffins. Et puis ensuite, là, il y a un paramètre numWorker qui permet de paralléliser en gros la transformation des images pour accélérer. Donc en fait là, j'obtiens un objet qui est un loader. En général, quand on fait un apprentissage, on va aller faire une boucle là-dessus, et ce qui va du coup aller charger toutes les photos et faire un apprentissage sur toutes les photos. Donc là, pour l'instant, j'ai pas envie de faire une boucle, donc je vais juste récupérer le premier batch. Donc là, ce bout de code, c'est pas du PyTorch, c'est juste du Python classique. Je vais juste récupérer les premières images et les premiers labels. Hop. Et donc là, alors
peut aller regarder un petit peu dans mes objets images ce que c'est. Voilà, si j'affiche image, bah, qu'est-ce que je vois? J'ai un tenseur. Donc le tenseur, c'est la même chose que l'image en 3 dimensions, hein. Donc c'est l'objet de base de PyTorch, on peut voir ça comme une matrice ou un tableau en plusieurs dimensions. Et donc là, on voit qu'il y a plein de valeurs, j'ai pas trop d'infos. Donc si je fais un point shape dessus, ça me donne plus d'idées, ça va me donner en gros la taille. Donc là, qu'est-ce que je vois quand je charge un batch? Bah, il a une taille 4, c'est la taille de mon batch. Donc j'ai 4 lignes. Et pour chaque image, bah, j'ai un vecteur de 187 000 colonnes. Donc là, on voit qu'on a à peu près ce qu'il faut. Et donc si j'affiche les labels, ce que je ne vais pas faire là, en fait, on a 4 valeurs, c'est soit 0 ou 1, 0 si c'est un chihuahua et 1 si c'est un muffin. Donc ça c'est bien, mais on peut aussi avoir envie de visualiser les images là dans mon notebook pour vérifier que, en gros, je charge les bonnes photos et les bons labels en même temps. Donc pour faire ça, on peut passer par des librairies Python classiques, donc notamment Matplotlib qui est une librairie d'affichage, et puis NumPy ou NumPy qui est la librairie de calcul matriciel classique de Python. Donc là, je ne vais pas détailler les bouts de code, mais l'idée c'est juste de faire les transformations entre PyTorch et NumPy pour pouvoir bien afficher mes images. Et donc là, hop, voilà, j'affiche en gros mon batch, donc 4 photos que j'ai pris. Et si je veux afficher les classes pour vérifier que j'ai bien la bonne chose, donc là bah, j'ai 4 muffins. Donc normalement c'est du hasard parce que j'ai mis shuffle égale true. Donc si jamais je charge un nouveau batch d'images, hop, en théorie, ah bah là maintenant j'ai 4 chihuahuas, bah putain, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Et puis maintenant j'ai une erreur géniale. Voilà, donc là j'ai Chihuahua Muffin, Chihuahua Muffin. Donc si j'affiche la classe ici, voilà, c'est bien ça. Donc on voit qu'il y a un peu de tout hein, dans le jeu de données. J'ai vraiment pompé rapidement Google, il n'y a pas eu de tri qui a été fait. Donc du coup, maintenant que j'ai mes photos et que j'ai mon réseau, bon, on va pouvoir faire des prédictions. Du coup, pour faire une prédiction, c'est assez simple en fait. Mon réseau, il s'appelait net, et mes images, elles s'appellent images. Donc je fais net de images. Hop. Bon. Et ça fait rien parce que ici, j'ai oublié de renvoyer. Donc faut pas oublier de retourner X. Hop. Toujours pas. Voilà, et donc là du coup, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai envoyé mon batch avec 4 images, et en sortie, j'obtiens un tenseur avec 4 lignes et 2 valeurs. Chaque valeur du coup correspond bah, à un des 2 neurones. Et donc du coup, pour savoir ce que mon réseau a prédit, bah, il faut que j'aille regarder quel est le neurone qui a la plus grande valeur. Et donc ça va être, ça correspond au neurone qui s'est le plus activé. Et donc là, en fait, les valeurs correspondent un peu au coefficient de confiance du réseau pour dire ça, je pense que c'est Chihuahua ou ça, je pense que c'est un muffin. Donc si on prend pour chacune des lignes la valeur max, bah, on va avoir la prédiction. Et donc là, en fait, si je regarde, c'est toujours la première valeur qui est la plus grande. En gros, là, mon réseau, il me prédit Chihuahua tout le temps. Et du coup, bah, il fait un peu n'importe quoi. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, le réseau, je ne l'ai pas appris. Là. Je l'ai juste créé, donc j'ai eu des poids aléatoires. Mais il faut que je fasse un apprentissage, sinon bah, mon réseau, il n'est pas capable tout seul de faire la distinction entre Chihuahua et Muffin. Et donc du coup, bah, on va aller voir comment un apprentissage, ça se passe un petit peu plus en détail. Hop. Donc du coup, là, juste pour rappeler, ça c'est le réseau que j'ai créé dans PyTorch. Donc j'ai 196 000 entrées, j'ai une couche avec 50 neurones, une couche en sortie. Et donc là, ici, j'ai du coup 196 000 fois 50 paramètres. Donc là, mes 10 millions de paramètres, ils sont presque tous ici. Et là, ici, j'ai 50 paramètres. Et donc, je veux apprendre ce réseau, donc je veux trouver les poids que je dois mettre sur chacune de mes flèches pour que quand je lui monte un chihuahua, il me renvoie bien un chihuahua. Et donc comment on peut faire ça? Eh ben, en fait, ça passe par ce qu'on appelle une fonction de coût ou une erreur. Et en fait, on va envoyer un batch d'images, regarder les prédictions de mon réseau et comparer les prédictions du réseau avec la vérité. Et du coup, je vais avoir une façon de comparer ça, donc on appelle du coup la fonction coût. Donc quand je fais de la classification avec 2 classes, comme là c'est le cas, on utilise souvent la cross-entropie, donc qui est écrite ici.
Donc je ne vais pas détailler l'équation, mais l'idée c'est de dire que si les prédictions du réseau sont loin de la vérité, je vais avoir une grande valeur, donc une grande distance. Et si par contre les prédictions sont très proches de la vérité, bah, je vais avoir une toute petite valeur. Et donc du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est minimiser ce truc-là, minimiser cette erreur, faire en sorte qu'à chaque fois le réseau prévoit quelque chose de très proche de la vérité. Le problème en fait, c'est quand on envoie un batch d'images et qu'on calcule cette erreur-là, on n'est pas capable de minimiser cette erreur-là d'un coup, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de trouver la valeur pertinente des 10 millions de poids pour trouver la valeur minimale. La seule chose qu'on sait faire en fait, c'est améliorer petit à petit enfin, modifier petit à petit les poids pour faire en sorte que la prochaine fois que j'envoie le même batch d'images, l'erreur soit plus petite. Et donc du coup, quand je fais l'apprentissage d'un réseau, ça va être un processus itératif où je vais montrer des batchs d'images, je vais les passer dans mon réseau, ce qui va me sortir des prédictions. Ensuite, je vais comparer les prédictions avec ma vérité de terrain, je vais calculer l'erreur, et en fonction de cette erreur-là, je vais aller modifier légèrement mes poids pour que la prochaine fois que je remonte exactement ce même batch, je sois sûr que l'erreur soit plus petite. Et donc, en gros, quand je donne les images, j'ai une étape de transformation, on appelle ça le forward, et j'ai une étape de rétro-propagation des erreurs, donc on appelle ça le backward. Donc en gros, on calcule l'erreur, ensuite on met à jour ces poids-là, on met à jour ces poids-là, et on met à jour ces poids-là. Et donc si je montre vraiment plein de batchs à mon réseau, et que tout se passe bien, bah, en théorie, à la fin, je suis censé avoir des poids cohérents qui résoudent bien mon problème. Et donc, si l'apprentissage s'est bien passé, à la fin, quand je lui montre un chihuahua, il doit me dire c'est un chihuahua. Le problème, c'est que pour faire ces différentes étapes, donc à la fois le forward et aussi le backward, ça demande un nombre de calculs en parallèle vraiment très grand, mais à chaque fois, c'est des tout petits calculs. Et donc en fait, on peut tirer parti de certaines architectures matérielles, donc notamment les cartes graphiques, qui sont des outils vraiment orientés pour le calcul matriciel, parce que tout ce qui est affichage graphique, c'est beaucoup de calcul matriciel. Et donc en fait, pour le deep learning, c'est vachement pratique et ça permet d'accélérer énormément le temps d'apprentissage. Mais malgré l'utilisation de deep learning, l'apprentissage d'un gros réseau de neurones, ça peut être quelque chose d'assez compliqué, qui peut prendre vraiment un temps assez long, ça peut des jours, des semaines, voire des mois éventuellement, quoi. Donc apprendre un réseau de neurones, c'est pas quelque chose de vraiment trivial. Donc là, nous, on va voir qu'avec des petits réseaux, ça se passe bien, mais c'est pas toujours si simple. Donc du coup, on va voir comment ça se passe en PyTorch. C'est relativement simple. Donc la première chose que je dois faire, c'est définir ma loss. Donc là, dans le schéma, je vous avais parlé de la cross-entropie loss. Donc c'est ça qu'on va utiliser dans PyTorch. Donc elle est dans le sous-module Neural Network, donc c'est voilà, cross-entropie loss tout simplement. Donc là je l'appelle Critérion. Et ensuite on va utiliser un optimiseur, donc qui est un outil qui va en gros être capable en fonction de mon erreur de modifier de façon intelligente les poids. Donc là je vous ai dit qu'on modifie les poids en revenant vers le début du réseau. Mais voilà, derrière c'est quand même un peu plus compliqué et on a des outils qui essaient de faire ça intelligemment pour vraiment gagner du temps. Et donc ça c'est un optimiseur et donc il y en a pas mal qui existent. Là, on va utiliser le plus connu qui s'appelle Adam. Hop. Donc du coup, là, je crée l'optimiseur Adam. Et par contre, cet optimiseur, j'ai quelques paramètres à lui donner. Donc je dois lui dire en fait qu'est-ce qu'il doit optimiser. Et ce qu'il doit optimiser, c'est les poids de mes réseaux. Et donc les poids de mes réseaux, je peux les avoir en faisant net.parameters. Et ensuite, il y a un autre paramètre important qui est le learning rate, qui est en gros un indicateur de à quelle vitesse j'apprends mon réseau de neurones. Donc là, ce paramètre, il est super important, parce que si je mets un learning rate trop petit, en gros, mon réseau va apprendre vraiment très lentement, et potentiellement, une fois que je lui ai montré toutes les images, il aura appris tellement lentement qu'il sera toujours pas bon. Et à l'inverse, si je mets une valeur trop grande, potentiellement, le réseau va apprendre trop vite et il va apprendre n'importe quoi. Donc il faut trouver la bonne valeur de ce learning rate, et ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire, ou des fois, on a besoin de plusieurs étapes. Donc voilà les paramètres importants. Donc ensuite, là je récupère du code que j'ai déjà montré, donc je recrée en fait un data loader. La seule différence, donc là j'ai ma transformation, puis là je lui dis où sont les données. La seule différence, c'est que maintenant je vais faire un batch size de 32, donc je vais envoyer les images 32 par 32. Et donc ensuite, pour faire l'apprentissage, en fait, on a juste une boucle à faire, qui est une boucle sur mon loader, qui du coup m'envoie mon batch, et il faut juste que j'aille dire, quand j'ai un batch qui arrive, qu'est-ce que je fais? Donc la première chose à faire, c'est de récupérer les images et les labels, parce que ça, je vais en avoir besoin. Hop.
Donc là, c'est simple, les images et les labels, je les récupère parce que c'est ce que me renvoie mon loader. Donc je récupère juste dans data, images et labels. Ensuite, là, il y a un petit trick lié à PyTorch que je ne vais pas forcément détailler, mais qui est important de mettre. Et ensuite, là, je mets l'intelligence de mon apprentissage. Et donc, l'apprentissage, c'est le forward. Je monte les données, je calcule l'erreur et je fais le backward. Et donc, au final, on va voir que c'est dans la boucle, c'est juste ça. Donc, le forward, on l'a déjà fait tout à l'heure. C'était juste le net où je donne mes images à net. Et du coup, lui, il me renvoie des prédictions. Ensuite, il faut que j'aille calculer l'erreur entre ces prédictions et la vérité. Donc ça va passer par le critérion que j'ai défini au-dessus, donc macros anthropilos. Donc j'appelle critérion avec mes prédictions et la vérité. Et donc là, ça me renvoie le loss. Donc ce truc-là, c'est l'erreur. Et donc si j'ai prédit n'importe quoi, ça va être une grande valeur. Si j'ai prédit le bon truc, ça va être un truc tout petit. Ensuite, je définis loss par backward. Là, ça va... en gros, elle est calculée toutes les petites modifications qui doivent être faites sur les poids pour faire en sorte que le prochain batch qui arrive, je sois meilleur sur ma loss. Et enfin, il y a une dernière étape qui est en gros de dire fais vraiment ces modifications. Donc le loss par backward va calculer toutes les transformations à faire et l'optimiseur.step va le faire. Et donc là, une fois que j'ai fait ça, en fait, j'ai défini intégralement ma fonction d'apprentissage et donc je peux apprendre. Donc là, j'ai lancé, on voit que l'apprentissage a pris 2 secondes. Donc j'ai traité dans mon réseau toutes mes photos en 2 secondes. Donc là, dans mon jeu d'apprentissage, j'ai à peu près 280 photos de Chihuahua et puis 280 photos de Muffin. Donc ça reste un tout petit jeu de données. Mais voilà, j'ai réussi à le traiter en 2 secondes. Donc voilà, là j'ai fait l'apprentissage. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est vérifier est-ce que mon réseau il a appris quelque chose ou pas du tout, quoi. Donc pour ça, je vais copier intégralement le code. L'idée, en fait, là, c'est assez simple, c'est que je vais refaire une boucle sur mon train loader. Donc je vais recharger toutes les photos. Je vais faire la prédiction et je vais compter le nombre de fois où j'ai prédit la bonne chose et le nombre de fois où je me suis trompé. Donc c'est relativement simple. Donc ici, là, j'ai ma boucle. Donc là, il y a un petit détail, c'est je lui rajoute un with_torch.nograd. En fait, c'est juste pour lui dire que là, je suis pas en phase d'apprentissage et il n'a pas besoin de garder en mémoire toutes les notions. Parce qu'en fait, quand je fais l'apprentissage, quand je fais le forward, il garde plein d'infos en mémoire pour pouvoir faire le backward après. Là, j'ai pas besoin de faire le backward, je fais juste la prédiction. Donc je lui indique ça. Et sinon, ensuite, après, je fais une boucle sur mon loader. Je charge les images, je fais la prédiction. Je récupère la valeur de la prédiction en prenant le maximum de mes 2 neurones, donc soit Chihuahua, soit Muffin. Et ensuite, là, j'ai 2 compteurs, donc un compteur de total et un compteur de correct. Donc le compteur total, je lui donne à chaque fois la taille de mon batch. Et le compteur correct, je regarde le nombre de fois où ce que j'ai prédit, c'est vraiment égal au label. Et puis là, ensuite, du coup, je fais un pourcentage entre le correct et le total. Et donc, qu'est-ce qu'on voit là? C'est que j'ai 75% d'accuracy. Donc, en faisant un réseau assez simple, j'arrive à être bon 3/4 du temps. Le problème, en fait, c'est que là, la mesure que j'affiche ici, c'est un petit peu de la triche. Parce que je teste mon réseau sur les images qui ont servi à l'apprendre. Et du coup, forcément, je vais être assez bon parce que les règles de décision qu'il a déterminées viennent des images là que j'utilise. Donc si je veux avoir une mesure de précision qui soit un peu plus fiable, en fait, je vais avoir besoin de lui donner des images qu'il n'a jamais vues pour vraiment savoir si ça marche ou pas. Et donc pour ça, là à côté, j'ai un autre jeu de données qui contient la même chose, hein, donc plein de photos de Chihuahua et de Muffin. J'ai perdu ma souris. Mais là, ces photos, elles ont la différence que lui, il les a pas vues. Donc je crée un validation loader, donc là c'est exactement la même chose qu'avant, sauf que je lui donne un autre chemin, qui est le dossier d'à côté. Et du coup, ensuite, je vais refaire ma boucle de mesure de prédiction avec ce loader-là. Donc là, c'est exactement le même code qu'avant, la seule chose que j'ai changé, c'est ce truc-là. Donc c'est en gros sur quel dossier, quelles images j'utilise. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? J'ai 68%. Et donc, je suis moins bon que sur le jeu d'apprentissage. Donc ça, on verra quand deep learning et en machine learning, c'est toujours le cas. En fait, je suis toujours moins bon sur un jeu que le modèle n'a pas vu. Donc c'est pas quelque chose de vraiment déconnant. Là, il y a quand même un point, c'est que je vous ai parlé de carte graphique tout à l'heure, mais là, pour l'instant, on n'a rien fait de spécial. Et en fait, là, notre réseau, il a tourné sur mon CPU. Donc on va voir que en fait, on peut assez relativement facilement lui dire en fait, de tourner sur GPU. Donc
Donc la première chose qu'on doit faire, c'est de créer un device en PyTorch. Et donc un device, en fait, ça va être juste une indication de PyTorch de, en gros, quelle est l'adresse du GPU et si potentiellement j'ai plusieurs GPU, quel GPU je dois utiliser. Hop. Donc là, voilà. Je crée un device et moi j'ai qu'un seul GPU, donc son ID c'est 0. Donc là je lui donne CUDA 0. Donc ça voilà, c'est l'adresse de mon GPU. Et donc juste avec ça, lui il va savoir où il doit envoyer les données quand il doit faire ses calculs sur GPU. Et ensuite, pour créer mon réseau, en fait c'est presque pareil. Donc je fais mon point net, je crée mon net comme avant. Et par contre j'ai juste un truc à dire, c'est un point to et je lui donne le device que je viens de créer. Donc là, ce que ça fait, c'est que ça crée le réseau, et ensuite, directement, ça l'envoie sur le GPU. C'est la seule différence. Et du coup, je peux aller regarder mes paramètres de mon réseau. Et donc là, en fait, j'affiche les paramètres, leur taille et où ils sont. Et donc là, je vois que les paramètres que j'ai créés sont bien sur le GPU. Si je fais la même chose avec mon réseau d'avant, là, où j'avais rien défini particulier, hop, on voit que voilà, les poids étaient sur CPU. Et donc du coup, là, je vais refaire mon apprentissage. Donc pour tout ce qui est la loss, l'optimiseur, il n'y a rien qui change, vraiment rien. Donc là, rien de nouveau. Et par contre, dans la training loop, il y a quelques modifs très très légères. La première, c'est que vu que mon réseau est sur le GPU, quand j'envoie les images, il faut qu'elles soient aussi sur le GPU. Et donc en fait, avant de lui donner mes images, je fais input.toDevice, donc je mets toutes les photos sur le GPU pour que lui puisse les traiter. Et du coup, à la fin, pareil, quand je vais comparer les prédictions de mon réseau avec mes labels, il faut que j'aille mettre les labels sur le GPU parce que les prédictions de mon réseau sont sur le GPU. Donc les seules différences dans l'apprentissage, c'est juste les deux .toDevice ici et là. Et sinon, c'est exactement la même chose. Et donc là, si je fais l'apprentissage, on voit que ça a mis à peu près 3 ou 4 fois moins de temps. Donc là, le rapport 3-4, c'est pas quelque chose d'excellent. Si on a des gros jeux de données, des gros réseaux, en passant sur GPU, on peut avoir des rapports 10, 100, enfin voilà, ça peut vraiment être assez important. Là en fait j'utilise le GPU de ma carte graphique qui est tout petit. Mais pour les gros réseaux de neurones, c'est juste pas possible en fait si on n'a pas de GPU, c'est impossible de faire l'apprentissage. Et donc du coup, comme maintenant on apprend un peu plus vite, on va pouvoir utiliser une notion qu'on n'a pas parlé encore, qui est la notion d'époque. Donc là je vais lancer. Et en fait, ce qu'on appelle une époque, c'est quand on a parcouru une fois intégralement l'ensemble du jeu de données. Et en fait, on va voir que pour apprendre un réseau de neurones, en général, voir une seule fois le jeu de données, ça suffit pas. Et en général, il faut le voir vraiment beaucoup plus. Donc là, j'ai rajouté une boucle dans mon apprentissage, où en gros, je lui mets 10 époques. Donc c'est-à-dire, je boucle 10 fois sur le jeu de données. Et comme ça, je vais pouvoir faire beaucoup plus de petites modifications de mes poids au fur et à mesure. Donc là, on voit que ça a pris 10 fois le temps, 7 secondes. Et en théorie, je suis censé avoir des meilleures perfs. Donc on va mesurer les performances. Donc là, c'est le même code qu'avant de mesure. Et donc j'obtiens 88%, donc, alors qu'avant j'avais à peu près, je sais plus combien, 75, voilà. Donc en itérant 10 fois, en fait, j'obtiens quand même des meilleures perfs. Mais par contre là c'est pareil, j'ai encore un peu triché, ça c'est les perfs sur le jeu d'apprentissage. Donc si je veux regarder sur le jeu de validation, on va voir combien j'obtiens. Là 79, donc je suis en dessous, mais voilà, c'est quand même pas mal, j'ai quand même 4 photos sur 5, je suis bon. Et par contre, nous, ce que vous voulez vraiment faire, c'était tester sur les images du fil Twitter. Et donc pour ça, j'ai un troisième dataset qui contient que ces images-là. Donc j'ai appelé le test dataset. Et du coup, là, je vais pouvoir tester sur ces images-là. Donc j'ai créé un loader de test où je lui donne le bon chemin. Et donc là, je vois que j'ai 43% d'accuracy. Donc il faut savoir que quand je fais un classifieur binaire, 50% d'accuracy, ça veut dire random. C'est que j'ai une chance sur deux. Donc là, mon réseau, il est plus nul que le random sur ce jeu de données-là. Donc autant dire que c'est assez nul. Donc si j'affiche les photos pour voir, voilà, donc là j'ai mes 16 photos et j'ai les prédictions qui sont faites. Et donc si on regarde, on voit que c'est pas du tout bon, quoi. Et donc on va voir comment on peut faire pour essayer d'améliorer un peu ça. Et en fait le problème c'est que mon réseau n'a pas réussi à tirer parti de mon jeu de données assez bien pour vraiment comprendre les spécificités entre un chihuahua et un muffin. Et du coup, il s'en sort à peu près bien sur mon jeu de données d'apprentissage parce que c'est assez simple. J'ai des photos de chihuahua entiers, des photos de muffin entiers. Mais là, des photos très très dures et très centrées, et pour l'instant, il n'y arrive pas. Il y a aussi un autre problème, en fait, c'est que
là, quand je fais mon apprentissage, je suis un peu à l'aveugle, et c'est à la fin, une fois que j'ai appris, que je vois en gros les résultats. Est-ce que mon apprentissage s'est bien passé? Et quand on fait du deep learning, comme les apprentissages sont très longs, ils peuvent prendre des jours, on aime bien savoir en temps réel ce qui se passe. En gros, est-ce qu'on apprend ou est-ce que notre réseau fait n'importe quoi? Et donc pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Wisdom, qui est en gros un petit serveur qui va nous servir à visualiser en temps réel. Donc là, il y a pas mal de petits codes de création et d'initialisation de Wisdom. Alors ça, faut pas que je lance parce qu'en fait, j'ai un petit serveur à lancer, j'ai oublié. Voilà, donc là en gros j'initialise le Wisdom et ensuite je lui dis quelle métrique je veux afficher en temps réel. Et donc nous il y a deux métriques qu'on va afficher, c'est la loss, donc la loss c'est mon erreur, c'est le truc que je dois faire diminuer devant l'apprentissage. Et ensuite il y a l'accuracy qui est combien de fois j'ai bien prédit la bonne chose et combien de fois je me suis trompé. Donc voilà, là en gros ici c'est ces deux choses là que je définis. Et ensuite pour faciliter un peu le développement de la training loop, donc de l'itération d'apprentissage. En fait, on définit des fonctions qui vont être appelées en début d'époque, en fin d'époque et à chaque itération. Donc là, je ne vais pas énormément les détailler, mais dans ces fonctions, en fait, à chaque fois, on dit bon bah là, à chaque batch, je sauvegarde ma précision à tel moment et en fin d'époque, je récapitule le tout, quoi. Donc là, je définis ça. Ensuite, ici, là, c'est du code qu'on a déjà vu. Il n'y a rien de nouveau, c'est juste que je recrée mon réseau, je recrée ma loss et puis mes différents loaders. Et ensuite, ici, j'ai ma fonction d'apprentissage, où c'est la même qu'avant, sauf que du coup, j'ai placé mes fonctions. Donc on voit qu'en début d'époque, j'appelle onStartEpoch. Ensuite, ici, onForward, donc celle-là, c'est une fonction qui sera vraiment appelée à chaque batch. Et à la fin d'époque, j'ai onEpoch. Donc en gros, les onStartEpoch et onEpoch vont être appelés 100 fois, parce que là je vais lancer sur 100 époques. Et le onForward, lui par contre, il va être vraiment appelé tout le temps, tout le temps. Et donc si je lance ça, là du coup ça tourne et ça envoie en temps réel des données à Wisdom. Et donc du coup, je peux aller regarder mon petit serveur Wisdom. Donc c'est un truc relativement simple, hein. Donc ça, on s'en fout un peu. Mais du coup, voilà, là, j'ai en temps réel mon affichage. Donc ici, on a les différentes époques. Donc là, on voit que je suis déjà à 10 époques. Et pour chaque métrique, donc la loss et ma précision, j'ai deux courbes qui correspondent à ma précision ou ma loss sur le jeu d'apprentissage et sur le jeu de train. Donc là, si je regarde la précision, qu'est-ce qu'on voit? C'est que tout de suite, la courbe orange qui correspond à mon jeu d'apprentissage est plus haute que la courbe verte. C'était déjà ce qu'on voyait avant, c'est-à-dire que je suis meilleur sur le jeu sur lequel je suis en train d'apprendre. Mais on voit quand même que les deux montent en parallèle. Et donc en fait, tant que durant mon apprentissage, les deux courbes continuent à monter et que les deux losses continuent à descendre, en fait c'est lié, quoi. Si la loss descend, en général, l'accuracy monte. C'est que ça va à peu près. Par contre, en général, il y a un moment où la loss d'apprentissage continue à baisser et tend vraiment vers 0. Et par contre, ma loss de validation, elle va commencer à stagner, voire elle va commencer à réaugmenter. Et donc si ça arrive, ça veut dire que je suis en train de faire du surapprentissage. Et donc le surapprentissage, c'est quoi? C'est que au lieu de réussir à comprendre les règles qui permettent de résoudre mon problème, donc là, moi, c'est Chihuahua ou Muffin, en fait, je suis en train d'apprendre par cœur mon jeu de données. Et donc ça peut arriver facilement si on a un petit jeu de données et un gros réseau. Mais en fait, on peut vraiment apprendre par cœur le jeu de données. Ce qui fait que sur le jeu d'apprentissage, on va être parfait, on va avoir tout bon. Par contre, dès qu'on va le donner à un autre jeu de données, ça va pas du tout marcher. Et donc on va voir qu'il y a différentes façons d'éviter ce problème-là. Mais la principale, en fait, c'est de changer d'architecture de réseau. Parce que là, du coup, on a fait ce qu'on appelle un fully connected, où du coup, mes neurones étaient connectés à tous les pixels de l'image. Mais en fait, c'est pas ça qui est vraiment utilisé en général quand on fait du traitement d'image. Voilà, donc là, c'est ce qu'on a fait ici. Donc chaque neurone est connecté à l'ensemble des pixels. Le problème, en fait, c'est que d'un point de vue calculatoire, ça peut vite devenir énorme. Là, moi, je m'en suis sorti parce que mes images, elles sont en 256 par 256, donc ce qui est tout petit. Mais si j'ai des images 1000 par 1000, déjà, ça commence à être vraiment limite. Et un autre problème, en fait, c'est qu'en faisant ça, comme j'ai été obligé de transformer mon image en un grand vecteur, là, j'ai perdu toute la localité dans l'image. Donc si jamais je me retrouve à avoir des images avec un singe à gauche, par exemple, et en fait, avec ce type de réseau, si j'apprends à reconnaître un singe à gauche, j'ai pas du tout appris à reconnaître un singe à droite. J'ai vraiment pas appris la localité des données.
Et donc du coup, en fait, on se rend compte que c'est pas un type de réseau qui est vraiment performant pour les images, et il y a un vrai risque de surapprentissage avec ce type de réseau. C'est pourquoi en général on utilise une type de couches différentes qu'on appelle des couches convolutionnelles, où là l'idée ça va être d'essayer de détecter des objets sur l'image. Mais donc si j'arrive à détecter un singe à droite, je vais être aussi capable de le détecter à gauche. Et donc l'idée des réseaux convolutionnels en fait, c'est qu'on va aller déplacer un filtre donc, qui va chercher des patterns ou des choses comme ça sur toute l'image. Donc là, il y a un exemple où là j'ai ce qu'on appelle un filtre de convolution, donc qui est une matrice avec 3 par 3 valeurs. Et donc, ah oui, alors du coup, bon, c'est un PDF là, mais normalement il y avait une animation. Et en gros, je suis censé déplacer mon filtre, donc là en jaune, sur mon image et vraiment parcourir toute l'image pour ressortir des valeurs. Et ensuite, une fois que j'ai placé mon filtre sur l'image, c'est comme un neurone classique, donc c'est une somme pondérée des entrées. C'est-à-dire que je prends les valeurs des pixels de mon image que je pondère par les valeurs de mon filtre. Et donc là, je donne un petit exemple. Donc ça, c'est un filtre qu'on appelle un détecteur de contours. C'est-à-dire que ce qu'il va chercher à détecter dans une image, c'est vraiment les contours. Et donc si j'applique ce filtre-là sur cette image-là, en fait, le filtre ne s'active que dans les contours. Et donc en sortie, j'obtiens une image toute noire, sauf là où j'ai les contours de mon chien. Et donc quand je fais un réseau de neurones convolutionnels, en fait, je vais avoir plein de filtres comme ça, qui vont chercher des patterns différents. Et quand j'apprends mon réseau, ce que je vais faire, c'est essayer d'aller trouver quel poids je dois mettre ici, en gros pour trouver quel pattern je dois chercher dans mes images pour résoudre mon problème. Et donc du coup, un réseau convolutionnel classique, ça va ressembler à quelque chose comme ça, donc avec différentes couches de convolution. Donc là, j'ai une première couche de convolution où on voit, en fait, j'ai pris mon image et là, lui, il a fait 6 filtres. Donc il cherche 6 patterns différents. Ensuite, là, il y a une couche particulière qui est du pooling, donc je ne vais pas détailler, mais l'idée de cette couche-là, c'est d'essayer de compresser un peu l'information. Et ensuite, j'ai une deuxième couche de convolution, où là, j'ai beaucoup plus de filtres, donc là, il y en a 16 ou 18. Et ensuite, une autre couche de pooling qui recompresse l'information. Et en fait, l'idée, c'est qu'en sortie de mes deux couches de convolution plus pooling, j'ai compressé l'information tout en gardant la notion de localité. C'est-à-dire que dans les infos ici, en théorie, je suis censé avoir, dans l'image, il y a un chat, ou il y a un chat en haut à droite, ou il y a un chat en bas à gauche. Et du coup, en fait, là, à partir de ce moment-là, je peux brancher ça à une couche classique, une couche fully connected. Donc c'est la hidden cat là qu'on voit. Donc ça, c'est une couche comme celle qu'on avait avant. Et du coup, là maintenant, je peux le faire parce que l'information était vachement compressée. Donc j'ai beaucoup moins d'entrées, j'ai plus mes 196 000 pixels. Et en plus, j'ai en théorie la localité qui est encodée. Donc les couches de convolution servent à représenter l'information, vraiment à chercher les patterns intéressants. Et les couches fully connected, c'est vraiment l'intelligence. C'est elles qui disent, s'il y a un chat à tel endroit, du coup, je pense que c'est telle image. Et donc ce réseau de neurones, en fait, il date des années 80, fin 80, début 90. Et à l'époque, on ne parlait pas de deep learning, on disait juste que c'était un réseau de neurones. Et donc le deep learning est vraiment apparu avec ce réseau, donc en 2012, qui reprend exactement la même idée. Donc au lieu d'avoir deux couches de convolution, là j'en ai 5. Donc c'est C1 à C5. Et au lieu d'avoir une ou deux couches fully connected, là j'en ai 3. Donc F6, F7 et 8. Mais sinon, c'est vraiment exactement la même idée de j'utilise les convolutions pour extraire l'information et la représenter de façon intelligente. Et ensuite, j'ai mes couches fully connected qui font les calculs. Et du coup, le deep learning est apparu, le terme deep learning est apparu avec ce réseau parce qu'il y a 8 couches. Donc c'est un réseau profond, il y a plusieurs couches, donc on parle de deep learning. Mais derrière, vraiment, la base théorique reste la même. Même si au final, il y a quand même pas mal de petites nouveautés qui sont apparues parce que en fait, les réseaux, plus on leur met de couches, plus l'apprentissage devient difficile. Donc pour être capable d'apprendre un réseau comme ça, qui est quand même assez profond, on a besoin de petits tricks. Et donc là, au fur et à mesure, les réseaux deviennent de plus en plus gros. Donc là, on voit le réseau qu'on appelle VGGNet, qu'on va utiliser tout à l'heure. C'est la même idée, sauf que j'ai encore plus de couches. Donc là, celui-là, il a 16 couches, mais toujours 5 blocs de convolution et puis 2 couches fully connected. Et donc du coup, on va voir en PyTorch comment on peut faire du coup un réseau convolutionnel. Donc là, je vais pas coder, il y a tout qui a été fait, mais l'idée c'est vraiment la même. En fait, les couches de convolution, elles sont déjà présentes dans PyTorch. Et la seule chose, c'est que quand je crée mon réseau, au lieu de faire des couches linéaires, je vais faire des couches convolutionnelles. Donc là, en gros, la couche qu'on veut, c'est conv2d.
Et donc il y a différents paramètres. Donc il y a le dernier paramètre qui correspond à la taille de mon filtre. Là, je vous ai montré tout à l'heure des filtres 3.3, mais là, du coup, ici, je mets des filtres 5.5. Et sinon, bah, c'est le nombre d'entrées que je veux et le nombre de sorties. Mais donc voilà, sinon, c'est relativement simple. Donc là, moi, j'ai fait un réseau avec 4 couches convolutionnelles et 2 couches linéaires. Donc je garde l'architecture classique. Et ensuite, dans mon forward, bah, qu'est-ce que je vois? Donc c'est je donne mon entrée à mon convolution. Ensuite, je la passe dans la couche de pooling, qui, elle, me fait l'agrégation. Je passe ça dans ma fonction d'activation. Il ne faut pas oublier ça. Même si je fais un réseau convolutionnel, j'ai toujours besoin de fonction d'activation. Et du coup, voilà, je fais ça pour toutes mes couches. Ensuite, là, ici, j'ai une transformation qui est l'équivalent du flatten. Donc, c'est mon information là dans H4, qui est en théorie une représentation spatialement intelligente de mon image et compressée. Bah, je la transforme en un vecteur que je donne à mes couches linéaires. Et sinon, voilà, on voit que globalement, c'est la même chose qu'avant. Et du coup, pour le créer, c'est pareil. Et donc là, j'ai fait un apprentissage avec Wisdom tout à l'heure. Et donc ici en haut, c'est mon réseau fully connected. Et là, ici, c'est mon réseau convolutionnel. Et donc la première chose qui saute aux yeux, en fait, c'est que l'apprentissage va beaucoup plus vite. Au bout de 20 époques, là, je suis déjà quasiment à 100% d'accuracy. Et ça, c'est parce qu'en fait, le réseau convolutionnel permet aussi de vraiment diminuer le nombre de paramètres. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 10 millions de paramètres, là, je crois que dans ce réseau-là, j'en ai à peu près 100 000, un truc comme ça. Donc c'est vraiment plus performant. Et donc là, pareil, sur le jeu de test, enfin de validation, pardon, en accuracy, je monte à 90, alors qu'ici, j'étais à peu près à 85. Donc on voit que c'est mieux, mais c'est pas non plus excellemment mieux. Et par contre, on voit, il y a un truc bizarre là, c'est que la loss de validation, elle commence à monter. Donc là, c'est ce que je vous disais. Donc en gros, on commence à faire de surapprentissage. Et c'est là où on voit la difficulté, c'est que le fait d'avoir mis plein de couches, là du coup, j'ai 6 couches, en fait, ça fait que mon réseau a plus tendance à faire du surapprentissage. Et donc pour éviter ça, bah, j'aurai différentes méthodes à utiliser pour éviter de faire du surapprentissage. Mais du coup, on va voir une autre façon rapidement de traiter les images. Et en fait, ces façons-là vont tirer parti de ce qui est vraiment le plus intéressant dans le deep learning, c'est le fait que ça fasse de l'apprentissage par représentation. Donc là, je vous l'ai pas mal dit avec les réseaux convolutionnels. Les différentes couches de convolution sont censées me trouver des représentations intelligentes du réseau. Et donc, on va essayer de tirer parti de ça. Donc là, ça, c'est un petit exemple. Mais en théorie, les neurones du début sont censés comprendre et trouver des patterns relativement simples. Donc, par exemple, une ligne diagonale, une couleur ou une ligne courbe, ce genre de choses. Et en fait, en agrégeant ces différents concepts simples, les neurones des couches plus poussées sont censés pouvoir détecter des patterns plus compliqués, comme un visage, un chat et tout ça. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des gros réseaux, donc par exemple AlexNet, comme je vous ai montré, ou le VGGNet, qui était celui avec 16 couches. Et on va utiliser ces réseaux qui ont déjà été appris sur une autre tâche qui n'est pas la même que nous. Et on va essayer de tirer parti de l'apprentissage qu'ils ont fait pour l'adapter à notre tâche à nous. Donc il faut savoir qu'en deep learning, il y a une tâche connue, un concours de classification d'images qui s'appelle ImageNet, qui en gros contient des millions d'images et qui a un problème où il y a 1000 classes. Donc il faut être capable, avec une image en entrée, de dire à laquelle des 1000 classes ça appartient. Et donc là, les gros réseaux, en fait, il y a les Google, Facebook et tout ça qui les ont appris sur ce problème-là et qui ont mis à disposition le réseau appris. Et nous, on peut réutiliser ce réseau pour en tirer parti. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend le réseau préappris, on lui donne en entrée notre image, et au lieu de voir qu'est-ce qui nous prédit en sortie, parce que là, on s'en fout, nous, on n'a pas ces classes-là, on a des classes différentes, on va en fait extraire les vecteurs de fin. Donc, soit on extrait ça, soit on extrait ce truc-là. Mais en gros, on extrait la représentation intelligente qui me fait mon réseau de neurones. Et comme en théorie, le réseau de neurones est censé apprendre des concepts de plus en plus hiérarchisés, donc au début les concepts sont censés être simples et à la fin plus compliqués. En fait, si on va chercher les couches pas tout au fond, en théorie les concepts qu'on a ici sont assez généralistes et sont pas forcément hyper dépendants de ces mini-classes-là. Et donc même si on a une tâche différente, en fait, on peut s'en sortir et avoir des représentations qui correspondent vachement bien à notre problème et qui nous permettent de faire ce qu'on a envie. Donc on va regarder comment faire. On va voir que c'est relativement simple, grâce justement au framework TorchVision. Donc là, il y a une grosse fonction qui me permet de mettre en entrée les données et de extraire, de couper en gros mon réseau pour récupérer
justement le vecteur qui m'intéresse. Et donc en fait, dans Torch Vision, les modèles pré-entraînés comme ça, ils sont de base intégrés. Et donc là, si je veux récupérer par exemple un VGG16, donc qui était le gros réseau que j'ai montré avec 16 couches, bah, je peux créer un VGG16 en lui disant que pré-train égale true. Et du coup, bah, là, je vais initialiser un modèle, mais les poids ne vont pas être initialisés aléatoirement, ça va être vraiment un modèle déjà entraîné. Et donc par contre, après, j'ai une petite modif à faire, c'est-à-dire que je ne veux pas garder le réseau entier, moi je veux le couper pour récupérer que ce qui m'intéresse. Donc là, c'est ce que je fais ici, où en fait, je crée un nouveau réseau en enlevant la fin du VGG. Et donc du coup, si j'affiche mon nouveau réseau là, hop, voilà, on voit que j'ai quand même beaucoup de couches, qui sont mes couches de convolution, mes relus, tout ça. Et donc par contre là, ces couches-là, elles sont déjà apprises. Donc je vais pouvoir tirer parti de ça. Hop. Donc là, si je regarde le nombre de paramètres, donc là, le VGG, il a 14 millions de paramètres. Donc le VGG, c'est un des réseaux les plus gros qui existaient, parce qu'après, en fait, ils ont trouvé des améliorations pour faire des réseaux plus profonds, mais avec moins de paramètres. Donc c'est vraiment un réseau qui est réputé pour être assez énorme. Et on voit, nous, au début, là, avec notre réseau tout pourri, Fully Connected, on était quasiment au même nombre de paramètres, quoi. Mais là, le réseau est beaucoup plus gros, mais comme il est convolutionnel, en fait, on arrive à avoir un compromis de paramètres assez intéressant. Donc là, j'ai mes loaders, comme d'hab, je vais charger mes photos. Et pour chaque photo, que ce soit des photos d'apprentissage, de test ou de validation, je vais les passer dans le VGG et dans le réseau, et je vais récupérer les vecteurs. Donc là, c'est ce que je fais ici. Donc là, ça prend un petit peu de temps. Et du coup, une fois que je récupère ce vecteur, je peux en faire plein de choses. Donc je peux apprendre un classifieur par-dessus, je peux apprendre un réseau de neurones, mais je peux aussi essayer de visualiser. Donc là, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais utiliser un algo qui s'appelle UMAP, qui en gros me permet de représenter donc, mes features extraites en 2 dimensions. Et du coup, si je vois que tous mes chihuahuas en 2 dimensions sont à côté et que tous mes muffins sont à côté, c'est qu'en théorie, les informations que j'ai réussi à extraire grâce à mon réseau sont pertinentes pour faire la distinction entre chihuahua et muffin. Et donc du coup, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, en théorie, ce truc-là, ça prend à peu près 40 secondes, voilà, 38 secondes. Et donc du coup, là, ce que je fais, c'est que ouais, ça c'est juste un warning. Je donne à mon algo IMAP mes features du jeu de train extraites du réseau, et j'affiche ça du coup en 2D. Donc là, le IMAP va me transformer ça en 2 dimensions. Et donc là, si j'affiche en 2D, alors, je vais essayer un truc. Le problème, c'est que comme j'ai changé de... Je sais pas si ça va marcher, ça. Ah, il propose pas. Bon, tant pis. Hop. Bon, là, on voit pas bien, mais en fait, ici, j'ai tous mes points jaunes ici, qui correspondent à la classe Chihuahua, je crois. Et là, en bas, j'ai tous les points violets. Et en fait, ce qu'on peut voir pas ici, mais c'est que les points ne se mélangent pas du tout. Et donc, en fait, juste en extrayant les caractéristiques de mon réseau de neurones, j'arrive à vraiment découper bien mes données. Et donc, pour mieux voir, en fait, ce qu'on peut faire, c'est afficher la même chose, mais sur une image beaucoup plus grande où j'embête chacune de mes petites photos. Donc là, ça va permettre de mieux voir ce qui se passe. L'affiche, c'est exactement la même chose. Donc ici, j'avais mes points jaunes, et là, mes points violets. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que tous les chihuahuas ici se retrouvent en bas, et tous les muffins ici se retrouvent en haut. Et donc, au milieu, là, on a une frontière avec des images un petit peu litigieuses où le réseau ne sait pas trop. Donc là, il y a une image assez marrante, c'est ici celle-là. C'est 2 chihuahuas qui sont à côté d'une citrouille. Et du coup, bah, comme c'est orange et que ça ressemble un peu à un muffin, le réseau a un peu de mal et il ne sait pas trop si c'est un muffin ou un chihuahua. Et donc en général, les photos qui sont tendancieuses, c'est des photos qui ressemblent un peu à l'une des 2 classes. Donc là, j'ai représenté les données. En voyant ça, je sais que mon problème, là, sur ce jeu de données, en tout cas, il va être facile à résoudre. En théorie, si j'apprends un classifieur dessus, si j'apprends un petit réseau de neurones, je vais avoir des très bonnes perfs. Et donc, c'est ce que je vais faire après. Mais là, pour aller plus vite, en fait, j'ai même pas voulu faire un réseau de neurones, je fais un classifieur très simple. Donc, j'utilise scikit-learn, qui est la librairie principale de machine learning en Python, et j'utilise un algorithme qui s'appelle SVM, mais qui me permet, en fonction de mes features là que j'ai extrait du VGG, bah, d'essayer de me prédire la classe. Donc là, bah, je fais l'apprentissage sur le jeu d'apprentissage. Et donc,
je regarde les perfs. Donc là, sur le jeu d'apprentissage, maintenant, je suis à 100%. Donc en fait, avant, j'avais atteint à peu près 90% avec mon réseau convolutionnel. Là, juste en passant par un VGG en extrayant les features et en rapprenant un petit truc par-dessus, je suis déjà à 100%. Mais du coup, voilà, ça, on sait que sur le jeu d'apprentissage, c'est pas toujours très, très pertinent. Donc je regarde sur le jet de validation où j'en suis. Et là, sur le jeu de validation, je suis à 98%, donc on est quand même carrément mieux. Et du coup, je peux tester sur le jeu de test. Hop. Et donc là, sur le jeu de test, je suis à 100%. Et donc si j'affiche les photos avec les labels, donc là, bon, c'est bien, moi, ça affichait pas du tout comme ça, mais tant pis. Du coup, si on regarde, là, c'est un Chihuahua, Muffin. Et du coup, voilà, je suis bien à 100% de performance. Donc en fait, en tirant parti du fait que les réseaux de neurones apprennent des représentations pertinentes, je suis capable d'utiliser le travail d'autres gens pour résoudre ce genre de problème. Et donc là, pour résoudre ce problème avec mon propre réseau, sans utiliser un réseau préappris, j'aurais besoin d'un très très gros jeu de données. Il faudrait que dans mon jeu de données, j'ai des images qui quand même ressemblent un peu à celle-là, pour que le réseau apprenne vraiment la distinction entre un chihuahua de très près et un muffin. Ce qui n'était pas le cas dans mon jeu initial. Et du coup, j'aurais pu m'acharner. En fait, comme mon jeu de données était trop différent de la vérité de terrain, forcément, je n'étais pas bon. Et c'est un peu le cas en machine learning et en deep learning, c'est qu'il n'y a pas de magie, quoi. Ce qu'on essaie de modéliser, on l'apprend à partir des données. Donc si l'info n'est pas dans les données, on ne va rien apprendre du tout, quoi. Donc voilà, alors je crois que j'avais un petit peu de trucs rapidement. Là, je vous ai présenté un cas d'utilisation sur des images, mais en deep learning, il y a plein de types de réseaux. Donc là, c'est quelques types de réseaux qui existent. Donc là, il y a le perceptron, donc le réseau qu'on a vu, le feed-forward qui est le réseau fully connected. Il doit y avoir le convolutionnel quelque part. Bah voilà. Donc là, on voit le convolutionnel où j'ai mes couches de convolution qui compressent et ensuite mes couches fully connected. Mais voilà, on voit qu'il y en a vraiment plein d'autres. Et même sur les images, en fait, il y a plein de tâches possibles. Notamment, là, il y a un réseau qui, sur une image, pour chaque pixel de l'image, il va être capable d'aller dire à quelle personne appartient ce pixel. Et donc, il est capable vraiment de comprendre, là, il y a une personne, là, il y a une personne. Ensuite, il y a vraiment un truc génial qui s'appelle le Nicolas Caging, qui permet d'aller mettre la tête de Nicolas Cage partout, dans tous les films. Donc en fait, ça s'appelle deepfake, et c'est quelque chose qui permet de mapper deux visages, et donc de passer du visage d'une personne à une autre. Et donc c'est assez impressionnant, quoi. Et donc en fait, quand on a vu ça, on a essayé nous-mêmes. Donc on a créé un jeu de données avec du coup plein de photos de deux d'entre nous pour essayer d'apprendre à mapper nos visages. Et donc on a fait différents tests. Donc la première version, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ouais, pourquoi pas, ouais, on peut voir. Donc la première version qu'on a eue, c'était ça. Alors je sais pas si on s'en rend bien compte, mais c'est assez horrible, ça fait vraiment peur. Donc là, on n'était pas hyper satisfait des résultats. Ensuite, on a une deuxième version assez marrante où en fait le réseau il apprenait juste à mettre mes lunettes. Et alors du coup, quand on a vu ça, on a recréé un autre jeu de données où j'enlevais mes lunettes pour essayer d'enlever ça. Et on a réussi à obtenir quelque chose comme ça. Donc on voit que c'est quand même un humain un peu bizarre, mais les résultats sont quand même assez impressionnants, quoi. Et donc, ce ne serait pas étonnant qu'on commence à avoir de plus en plus ce genre d'approche. C'est pour ça qu'il y a pas mal de recherches pour essayer de justement détecter automatiquement pour savoir si c'est une vraie photo ou si ça a été bidouillé, quoi. Parce que à partir du moment où on peut se faire passer pour quelqu'un d'autre, on imagine derrière ce que ça peut amener, quoi. Voilà ce que j'avais à vous présenter. Donc si vous avez des questions, je peux y répondre. Oui. Oui. Alors ça justement, j'en ai pas parlé parce que j'étais un petit peu long. En fait, il y a une méthode qui s'appelle le fine-tuning et qui peut permettre d'utiliser un gros réseau de neurones, de couper la fin et de remettre une nouvelle fin à nous. Et du coup, quand on réapprend ça, le début est déjà beaucoup appris, donc on n'a pas besoin de tout réapprendre. Et donc en fait, on va lui dire, le début, tu le réapprends mais un tout petit peu, et par contre, tu réapprends vraiment la grosse fin que nous, on a rajoutée. Donc là, dans l'exemple, c'est je prends AlexNet, et je vire la FC7 et la FC8. Là, normalement, la vraie FC8, j'avais 1000 classes. Donc là, je mets la mienne, j'en mets deux. Et ici, je remets des poids aléatoires.
Et en fait, ce truc-là, je peux faire l'apprentissage en gardant tous les poids préappris jusqu'ici et en les modifiant vraiment très très légèrement durant l'apprentissage et juste réapprendre ça. Et en faisant ça, ça permet d'apprendre soi-même un gros réseau. Parce que les réseaux type AlexNet, faut quand même avoir derrière une infrastructure assez importante pour être capable de les apprendre soi-même. Mais avec ce genre d'approche qu'on appelle le fine-tuning ou le transfer learning, on peut apprendre des gros réseaux. Mais par contre, si jamais je viens modifier cette couche-là ou cette couche-là, bah là c'est mort, il faut tout réapprendre, quoi. Bah ouais, c'est ça, ça permet vraiment d'accélérer beaucoup le travail, quoi. Donc sur les problèmes d'image, passer par du transfer learning, enfin, c'est vraiment en général ce qu'on fait en premier, et c'est même rare d'arriver à obtenir des meilleurs résultats qu'en faisant du transfer learning, quoi. Parce que en fait, ces réseaux-là sont appris sur des jeux de données tellement gros, donc il y a vraiment des millions d'images sur un problème tellement large avec 1000 classes. En fait, ils sont capables d'apprendre des représentations d'images que avec des problèmes lambda qu'on a où il y a 2-3 classes, on n'est pas capable d'obtenir, quoi. Oui. Bah, on fait torch.save. En gros, il y a dans le framework, il y a tout ce qui est prévu pour le sauvegarder en pickle, enfin un peu tous les formats qu'on veut. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème, on peut les recharger. Et donc il y a un consensus qui est en train d'apparaître un peu où ils essayent de formaliser la façon de sauvegarder les réseaux pour pouvoir passer un réseau d'un framework à un autre. Parce que il y a certains frameworks qui sont plus orientés recherche, développement, comme PyTorch par exemple, et d'autres frameworks plus orientés mise en prod. Et donc ce que les gens essaient de faire, c'est qu'en gros, bah, on utilise un framework pour faire l'apprentissage. Par contre, quand on le met en prod, bah, on utilise un autre framework. Par exemple, on a Facebook qui pousse vraiment deux frameworks, qui est PyTorch, donc celui que j'ai présenté, et un autre qui s'appelle Café 2. Et ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'une fois que tu as développé en PyTorch ton modèle, tu l'as pris, bah, tu le sauvegardes et tu l'envoies à Café 2 qui lui va être mieux pour la prod, quoi. Oui, c'est Python aussi, ouais. Ouais. Bah, alors en fait, pardon, tous les calculs vraiment très très lourds, derrière c'est du C++. Et en fait, la majorité des frameworks Python, le Python reste une interface. Et les calculs en fait derrière sont faits en CUDA, qui est une librairie de NVIDIA. Donc c'est un des problèmes du deep learning, c'est que pour l'instant ça marche quasiment qu'avec NVIDIA. Et derrière, voilà, tous les gros calculs sont faits en CUDA sur le GPU en C++, quoi. Ce qui fait que bah, voilà, on atteint des bonnes perfs, quoi. Alors, bah, c'est vrai qu'au début, le deep learning était vraiment plus orienté sur les données de signal. Donc le signal, c'est image, texte, et éventuellement son, vidéo, ce genre de choses. Donc il y a énormément de choses sur le texte aussi, là je n'ai pas présenté. Donc dans les données clients, si on a une banque, bah, ça peut être traiter les mails, ce genre de choses. Donc là c'est très très adapté. Mais après, si on a des données plus structurées, type des bases de données classiques, euh, en fait, le deep learning va marcher, mais en général, pour obtenir l'équivalent de ce qu'on a avec du machine learning classique, on va y passer plus de temps. Donc ça vaut pas forcément le coup sur des données très métiers, très structurées. En général, on ne teste pas du deep learning en premier, quoi. Par contre, voilà, dès que c'est du texte, là, on se pose plus la question. Oui. Alors là, en fait, c'est des détails que j'ai pas du tout explicités, mais pour que les calculs se fassent vraiment très très vite, quand on crée le réseau, euh, en fait, derrière, le code est, en TensorFlow, le code est compilé en C++, et du coup, il y a un graphe qui est fait de mon réseau, et ce graphe-là est fait au moment où je crée mon réseau, et du coup, il est fixé. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit que c'est un graphe statique. Et en PyTorch, par contre, ce graphe est pas compilé avant en C++, et du coup, c'est fait dynamiquement, ce qui fait qu'on peut avoir des perfs un petit peu moins rapides que TensorFlow. Par contre, on a une souplesse beaucoup plus importante. C'est-à-dire que quand on fait l'apprentissage, on a vraiment accès à toutes les couches. On peut vraiment bah, les vérifier ce qu'il y a dedans, alors que dans TensorFlow, on n'a plus accès à rien une fois qu'on a chargé le modèle.